Tu sais, peut-être que tu fais fausse route pour ton sujet sur Cowboy Bebop. Peut-être que tu dois voir plus loin, remonter à la source pour comprendre le travail de Shinichiro Watanabe. Et si, au lieu d'être paumé dans ce melting pot de références culturelles, tu cherchais à comprendre la base? Si tu te penchais sur l'œil du cyclone, là où toutes ces références se sont mêlées pour donner Cowboy Bebop, Samurai Champloo ou Space Dandy. Tu veux que je fasse ça comment? C'est un peu loin le Japon, non? Pas la peine, j'ai localisé l'homme qu'il te faut. Excusez-moi, monsieur. Je cherche un certain maître Jean-Jacques. Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais j'ai beaucoup de mal avec les prénoms japonais. Monsieur? Monsieur? Monsieur, est-ce que c'est vous, maître Jean-Jacques? Parce que je suis pas très calé en culture japonaise, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Mais votre robe, là, ça ressemble quand même vachement à un kimono. Bon, si c'est pas vous, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'expert de l'histoire du Japon le plus proche, s'il vous plaît? Ce serait bien urbain. On ne fume pas ici. Alors, excusez-moi, je sais pas comment c'est au pays du soleil levant, mais en France, la loi E20, c'est à l'intérieur. Et là, je sais pas chez vous, mais pour moi, c'est Petite futée. Bien. Si tu veux parler Japon, on va commencer par boire Japon. Ça, c'est de l'enseignement comme je l'aime. Tu vas voir, je vais te faire goûter un saké comme jamais tu n'en as goûté. Un saké comme jamais. Bon, c'est quoi ton problème? Bon, voilà, j'essaie d'écrire une émission sur les animés de Watanabe et je comprends rien au Japon. Comment ça, rien? Ben rien en dehors des sushis, des kamehameha et du kung-fu. C'est chinois ça. Et vous voyez bien. Et pourtant tu as forcément vu Samurai Champloo de Watanabe. Ah bah oui, plein de fois. Donc tu connais pas rien. Eh, me prenez pas pour un con, je sais très bien que c'est pas historique. Déjà à cette époque, il n'y avait pas de hip-hop et les samouraïs c'est chinois. C'est pas chinois les samouraïs. Ton problème, c'est pas que tu connaisses pas l'histoire ou la culture du Japon, même si bon, clairement, à ce niveau-là, il y a des lacunes. Le problème, c'est que tu piges pas ce qui fait le travail de Watanabe. Tu vois comment il raconte, mais tu vois pas ce qu'il raconte. Oh. Eh, je te parle. Ah, pardon, je croyais que c'était une allégorie ou un truc. Déjà, essayons de nous situer historiquement. Dans cet animé, aucune date n'est donnée précisément, ce qui permet au récit de prendre ses aises, mais tout nous laisse à penser qu'il se situe durant la période Edo. Celle-ci s'étend du début du XVIIe siècle, avec l'édification du shogunat Tokugawa par Tokugawa Ieyasu, jusqu'en 1868, date de la restauration Meiji et le retour au pouvoir de l'empereur. Comment sait-on tout cela? Eh bien déjà parce que Edo est mentionné à partir de l'épisode 6. Or, avant le shogunat Tokugawa, Edo n'est qu'une petite ville de pêcheurs sans aucune importance. Au vu de la taille de la cité dans l'animé, nul doute que le shogun et ses suivants y ont déjà installé leur quartier, provoquant l'expansion massive de la ville qui deviendra, par la suite, Tokyo. Venons-en au shogun. L'antagoniste de la série, le boss final, est présenté comme l'un de ses agents. Pour information, shogun est un titre héréditaire signifiant général, et qui désigne les dictateurs militaires à la tête du pays, au détriment de l'empereur qui règne encore, mais avec un pouvoir très restreint.
Lors de la période Edo, après la gigantesque guerre civile de la période précédente, la Sengoku Jidai, c'est le clan Tokugawa qui s'est arrogé le titre de shogun. Dans le traitement des étrangers, on est aussi très période Edo. L'épisode 6, encore lui, montre la fermeture du pays envers les étrangers. En puissance occidentale, seuls les Hollandais ont le droit de commercer avec le pays. Pourquoi les Hollandais ? Car ils ont aidé le shogunat à réprimer les tentatives de christianisation du pays amorcées par le Portugal. Le personnage du Hollandais de l'épisode 6 est d'ailleurs inspiré par Isaac Titsing, un négociant et ambassadeur néerlandais. En parlant de chrétiens, l'anime tourne aussi autour de la répression de cette religion et de ses pratiquants. Difficile ici d'en parler sans spoiler à mort, mais ce thème central est aussi caractéristique du shogunat Tokugawa, qui voyait cette religion comme une menace à l'unité du pays. On voit ainsi les autorités demander à nos héros de piétiner des images christiques, une pratique connue sous le nom de fumi-e, et utilisée par les agents du shogun. Si les suspects refusaient de marcher sur une image ou une médaille représentant Jésus ou Marie, ils étaient reconnus comme chrétiens et devaient abjurer leur foi sous peine de torture, de travaux forcés ou d'exécution. Cette méthode est aussi vue dans le film Silence de Martin Scorsese, adapté du roman japonais du même nom. Abordons enfin quelques personnages historiques dans Samurai Champloo. Le premier, l'amiral Cartwright, dans l'épisode dédié au baseball, est en fait un mix de deux personnes ayant existé. Il porte le nom d'Alexander Joy Cartwright, le fondateur du baseball moderne, mais est basé sur le commodore Matthew Perry, qui viole la politique isolationniste du Japon au milieu du 19e siècle et force le pays à s'ouvrir au commerce avec l'Occident. Le deuxième est le peintre Ishikawa Moronobu, qui a popularisé les estampes, art jusque-là réservé aux élites. Ces estampes coquines, voire érotiques, dépeintes dans l'épisode lui étant consacré, sont pertinentes puisque le vrai Ishikawa Moronobu peignait lui aussi des estampes de ce genre. Dans l'anime, son but est de partir en Europe pour y présenter ses œuvres où elles seront, selon lui, appréciées à leur juste valeur. Cela fait référence à l'influence qu'ont eu les estampes japonaises sur certains artistes, notamment français, tels que Monet, Gauguin ou Van Gogh. Petit fait amusant, ces estampes sont arrivées en France via les comptoirs commerciaux hollandais et auraient été exportées par Isaac Titsing. Bref, évidemment, le Japon de l'époque ne baignait pas dans le hip-hop, mais le choix de ce style est utilisé par la série pour peindre un esprit de l'ère Edo. D'ailleurs, cet anachronisme se marie parfaitement à cette ambiance de Japon en plein bouleversement, plein de rebelles, de ronin et de vagabonds. Et puis, ça accentue encore plus le contraste avec l'ancien Japon traditionnel en train de dépérir, comme le style de combat très breakdance de Mugen face au kenjutsu de Jin, sans parler des concours de graphes sur le palais du shogun ou du beatbox pour les duels à l'épée. mais... Ça veut dire, par exemple, l'épisode 22, trop chelou là, où ils sont dans une mine, et il y a un gars, il est là, je sais pas quoi, on cherche l'héritage de ma lignée, je suis noble, blablabla, et qu'en fait les mecs c'est des morts vivants, et ils croient c'est encore il y a des siècles et tout. Et ben en fait c'est peut-être pas juste un épisode perché, peut-être bien c'est une allégorie du vieux Japon en train de crever et des mecs qui se croient encore dans un passé révolu, à vouloir défendre leurs privilèges et patati et patata, alors qu'en fait c'est des conneries. D'ailleurs, bam, après ils se prennent le météore de l'histoire dans la gueule, un météore qui fait une forme de champignon atomique. Champignon atomique, excusez-moi, pour des Japonais, à mon avis, c'est pas anodin. Ça se tient, ouais. Qu'est-ce qui se tient ? Mais ton interprétation. Mais ce que tu viens de dire. Je suis bourré. Bref, Watanabe croise des codes et des références de plein de cultures, pas pour plaire aux spécialistes, mais pour raconter son histoire différemment. Une histoire du Japon, comme celle de ses personnages.深夜族落としろ水拳騒動辻切り飛び蹴り覚悟しろまだ抜かねえ今日はどう広がるローの喧嘩水拳ジャマイカ本線
ンタートップラインベンダーバットは好感度エンターテイメント公共の電波じゃ国内チャレンジ地球でプレイボムするスプレーどこでも繋いじゃいかねTonight最長ベッKill 'em off, yes I go like 2 MC Spinning soul on the mic, wave it back Don't blood to lay the